Bienvenue dans le débat de France 24. Faut-il s'en inquiéter, voire s'en indigner? C'est un chiffre coup de poing que vient d'asséner à l'ONG Oxfam. Les 26 personnages les plus fortunés de la planète ont vu leur richesse augmenter tellement l'année dernière qu'ils détiennent désormais autant d'argent que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Et oui, quand 26 milliardaires pèsent autant que 3,6 milliards d'êtres humains, alors qu'après Occupy Wall Street, Podemos ou les indignés, on voit les gilets jaunes remettre en cause ici en France les règles d'organisation de la société, le tout sur fond de scandales récurrents concernant l'optimisation fiscale des grands groupes, les salaires des grands patrons, d'affaires Ghosn. Le capitalisme est-il devenu fou? La planète est-elle malade de ces inégalités? Et y a-t-il une limite à la concentration des richesses? On en débat avec ici même à mes côtés Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens. Merci d'être avec nous. Face à vous, Dany Land, enseignant-chercheur à l'Université Paris 13. Vous êtes membre des économistes atterrés. Merci également à vous d'avoir accepté ce débat. Mais écoutez d'abord ce que dit la patronne d'Oxfam, l'Ougandaise Winnie Bouinima. Les personnes les plus riches, les personnes les plus puissantes et les dirigeants politiques dans le monde doivent agir. Ils sont le problème et nous voulons qu'ils soient la solution pour mettre fin à ces inégalités extrêmes qui s'accroissent et qui nuisent et ralentissent nos économies. Elles sapent la démocratie en enfermant les gens dans la pauvreté. Et la date choisie pour cette étude d'Oxfam, elle ne doit rien au hasard, puisqu'elle paraît au moment où les grands de ce monde se réunissent à Davos, la station suisse où l'on retrouve Karina Chabour pour France 24. Karina, Davos, on le sait, est traditionnellement le lieu où l'on fait des affaires. On s'inquiète cette année à Davos des tensions sociales, du creusement des inégalités. Oui, absolument, de par les nombreuses études qui sont publiées à l'occasion de ce forum économique. Vous l'avez dit, à commencer par celle d'Oxfam qui traditionnellement ouvre le bal et qui profite de ce forum pour interpeller les plus riches de la planète sur le creusement de ces inégalités. Le tout suivi par l'étude du cabinet PwC qui, vous le savez, sonde 1400 PDG du monde entier. Et parmi les préoccupations de ces derniers, eh bien, certains pointent du doigt l'intelligence artificielle, comment elle transforme leur organisation, leur entreprises, mais aussi des PDG qui demandent au pouvoir public d'instaurer des filets de sécurité pour ces travailleurs qui sont d'ores et déjà ou qui seront à l'avenir remplacés par des robots. Mais effectivement, c'est une préoccupation en résonance avec le thème de cette année de Davos, la mondialisation 4.0. Vous savez, Davos se veut également un lieu de réflexion et invite ses participants à s'interroger sur comment précisément ces nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle va transformer leur organisation, comment cela va transformer les relations commerciales entre entreprises, mais également entre États, comment cela va transformer la mondialisation et comment mieux intégrer les perdants de cette mondialisation. C'est laissé pour compte. Alors, il y a bien évidemment un intérêt économique. Le FMI l'a d'ailleurs souligné. Dans le cas de la France, cette crise sociale des Gilets jaunes coûtera à l'économie française. Elle l'a estimé à 0,1 point de PIB pour l'année en cours. Et puis d'autres, plus sceptiques, des ONG, des syndicats estiment que c'est de l'affichage, c'est la bonne déclaration d'intention de la part de Davos qui, depuis quelques années, certes, s'ouvre aux ONG, s'ouvre aux syndicats, mais ne les écoute pas toujours. C'est en tout cas ce que me disait la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale UNI, qui effectivement me disait ne pas toujours être écoutée et que ces transformations technologiques pourtant nécessitaient ou en tout cas soulignaient l'importance jouée par les syndicats avec ces transformations. Leur rôle est d'autant plus nécessaire pour dialoguer, pour soutenir ou pour protéger les droits des salariés et pour leur assurer un salaire décent. Ces inégalités sur fond de mutations technologiques, comme vous venez de le dire, Karina, elles alimentent un vote populiste, un risque politique dont ont conscience les grands patrons réunis à Davos. Oui, absolument, puisque cela est à mettre en parallèle avec le ralentissement économique mondial qui est également observé. Alors, on s'inquiète notamment des tensions commerciales, à commencer par celles entre les deux principales puissances de la planète, les États-Unis et la Chine. Vous savez que les négociations sont toujours en cours, elles vont reprendre à la fin du mois. Et si aucun accord n'est trouvé d'ici le 2 mars, eh bien Donald Trump mettrait à exécution sa menace de relever les taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois
chinois, des taxes relevées à 25%, et cela a un effet d'ores et déjà sur la croissance chinoise qui a été revue à la baisse. Il y a également cette crainte du Brexit qui est extrêmement présente ici à Davos. Personne ne veut croire à une sortie du Royaume-Uni sans accord, une sortie de l'Union européenne sans accord, avec des conséquences terribles sur le commerce, un retour des frontières, un retour des taxes, des normes, et tout le monde espère effectivement que on trouvera un accord, une solution, ou peut-être le prolongement d'une période transitoire au-delà du 31 décembre 2020 pour pouvoir trouver un accord commercial global et peut-être d'autres accords sectoriels plus spécifiques. Et puis effectivement cette montée du populisme ou bien du repli sur soi qui est incarné notamment par Donald Trump tranche avec cet esprit de Davos qui est le libre-échange teinté ces derniers temps de questions sociales et environnementales. Merci Karina Chabour. Olivier Babot, risque populiste, tension commerciale. Est-ce que la marche libérale du monde ne trouve pas là sa limite aujourd'hui ? Difficile de dire qu'effectivement il n'y a pas un problème. Moi je trouve que malheureusement la présentation que fait Oxfam est en fait assez fallacieuse. Elle exacerbe le débat inutilement, elle ne le prend pas, on pourrait dire, sous le bon angle. Dire qu'il suffirait de supprimer les riches pour qu'il y ait plus de pauvres, ça n'a malheureusement jamais fonctionné. Oui, non, mais ce serait qu'il n'y ait plus de pauvres, pardon. Évidemment. Ça n'a malheureusement jamais fonctionné. Ce genre de comparaison n'a pas beaucoup de sens parce que de la même façon, si vous prenez les gens qui sont au salaire médian en France, c'est-à-dire qui gagnent 21 000 euros par an, eh bien ces gens-là sont dans les 2,3% de la population les plus riches. Évidemment, ça n'a absolument aucun sens. Ça ne vous donne pas d'informations sur la réalité, la façon dont les gens vont pouvoir sortir de la pauvreté. Les gens les plus riches, pour parler d'eux, eh bien, ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart sont, d'ailleurs quasiment tous, sont des entrepreneurs. D'ailleurs, ne confondons pas richesse et valorisation d'actifs. Valorisation d'actifs qui peuvent varier énormément. Et là, c'est toujours une présentation très trompeuse. Ce sont les entrepreneurs. On parle de fortune sur de la richesse qui n'a pas encore été réalisée. Bien sûr, c'est de la richesse qui est en partie, mais évidemment, c'est des gens qui sont quand même très très riches. Mais évidemment, c'est la plupart du temps de la richesse complètement virtuelle. Parmi ces gens-là, vous avez par exemple un Bill Gates qui a donné 35 milliards à travers sa fondation et qui a probablement fait plus en Afrique que la plupart des ONG à lui tout seul. Il a entraîné avec lui énormément de gens qui sont parmi les riches du monde dans ce qu'il appelle le Giving Pledge, c'est-à-dire l'engagement de donner la moitié de sa fortune. Donc vous avez quand même des gens qui ne sont pas complètement inutiles. Et la deuxième idée... C'est le caritatif, le pansement de la mondialisation ? Non, alors c'est pas le pansement, mais c'est une tradition américaine qui est plus développée que chez nous, où l'État, effectivement, a une tradition de faire beaucoup plus de choses. Mais ce qui est important, c'est pas qu'il y ait des riches. L'important, c'est que les pauvres aient la perspective de pouvoir le devenir et de pouvoir sortir de la pauvreté. Et depuis 1990, c'est la Banque mondiale qui a montré que 1,1 milliard de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. Le problème aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y en a pas malheureusement, le problème c'est qu'il y a très peu de mobilité. C'est que vous avez beaucoup de gens qui sont enfermés dans cette pauvreté avec très peu de perspectives. Et donc la solution, c'est évidemment la formation, l'accès à la formation. Et avec l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus préoccupant parce que, pour dire la marche pour avoir accès à un emploi à terme, risque d'être de plus en plus haute à sauter. Dany Lang, on pointe beaucoup, et Oxfam le fait d'ailleurs, les inégalités qui sont effectivement frappantes compte tenu des chiffres. Mais pour ces riches qui s'enrichissent encore davantage, est-ce qu'on ne néglige pas tous les pauvres qui finalement sont sortis de la pauvreté ? Est-ce qu'en proportion, finalement, l'humanité ne s'est finalement jamais aussi bien portée ? Alors, je suis en désaccord avec cette manière. C'est ce que dit la Banque mondiale, par exemple. C'est ce que dit la Banque mondiale. Pour ce qui est des critères, par exemple, de malnutrition. Oui, mais d'un autre côté, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les gens extrêmement riches sont de plus en plus riches. L'idée n'est pas de dire qu'on n'a pas besoin d'inégalités de revenus. Le problème, c'est la proportion que prennent ces inégalités. Et vous vous retrouvez avec, par exemple, les patrons du CAC 40 qui sont en moyenne payés 110 ou 120 fois ce que sont le salaire moyen de leurs salariés de base. Qu'est-ce qui justifie de telles rémunérations ? À mon sens, c'est non seulement injuste au plan de la productivité. On ne peut pas dire qu'un grand patron produit 110 fois plus en moyenne que ses salariés. Évidemment, il a plus de responsabilités. Évidemment, son salaire doit être plus élevé. Mais rien ne justifie de tels écarts de rémunération. Donc c'est injuste, est-ce que c'est inefficace ? Et par ailleurs, pour moi, c'est totalement inefficace, puisque
Imaginons que je sois extrêmement fortuné, c'est pas le cas, mais imaginons-le. Eh bien, je m'achète une maison, je m'achète des belles voitures, je m'achète peut-être un yacht et une résidence secondaire. Et après, qu'est-ce que je fais avec le reste? Je vais placer ça dans La des propension à produits. épargner et pas à consommer des hauts revenus. Exactement. Et je vais placer ça dans des produits sur les marchés financiers qui souvent contribuent, qui sont souvent des produits risqués, qui sont souvent des produits dangereux et qui vont nous préparer la prochaine crise financière. Donc, à mon sens, premièrement, ça n'a pas de sens économique de voir des rémunérations aussi élevées. C'est dangereux. Ça n'a pas de sens économique de voir ces accumulations de richesses. Enfin, c'est même pas tenable dans une société démocratique. Olivier Babot, 2 arguments là. Il y a d'une part effectivement le mauvais exemple qui est donné à ceux qui tentent de joindre les deux bouts et à terme qui peuvent déstabiliser, qui peuvent et même, si je puis me permettre, aux entrepreneurs. Oui. La plupart des entrepreneurs de PME, etc., gagnent 2 000, 3 000 euros. Oui. Quand ils voient des salaires aussi mirifiques... Ce qui peut à terme provoquer des mouvements qui sont à même de déstabiliser le système, type gilet jaune par exemple, et puis aussi la question de l'efficacité, parce qu'effectivement, est-ce que là, on n'est pas en train tout simplement d'alimenter des bulles spéculatives? Alors oui, il y a plusieurs questions. Évidemment, on a toujours l'impression que l'argent des riches est pris aux pauvres. Et ça, c'est quelque chose qu'en économie, il faut absolument déminer. L'économie, c'est pas un gâteau où les gens sont partagés. Si quelqu'un a pris les 3/4 du gâteau, il reste qu'un quart. C'est plus compliqué, on pourrait dire c'est mieux que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut croître. Et donc, la richesse des uns ne fait pas nécessairement la pauvreté Mais la des question autres. de l'exemplarité, quand même, est-ce qu'elle ne se pose Alors, ça, pas? c'est donc une autre question. Si je puis me permettre, je suis totalement d'accord avec l'histoire du gâteau. Le problème, c'est que quand la richesse est mal répartie, le gâteau croît moins fortement et moins bien. Tout le problème est de donner aux gens qui ont peu de gâteaux la capacité d'en avoir de plus en plus, de se former pour pouvoir en acquérir. Effectivement, vous avez un problème dans la rémunération des dirigeants, et ça a été dit souvent de façon assez approfondie, mais en France, on a eu un problème, c'est mieux maintenant, parce qu'il y a eu des engagements justement, des problèmes de consanguinité des conseils d'administration, par exemple, qui ont fait qu'il y avait une sorte de jeu de la barbichette où les gens se votaient entre eux. Une forme de cooptation entre dirigeants. Et puis de jeu, il y a l'un qui vote dans un conseil d'administration et l'autre vote pour l'autre dans le conseil d'administration. Donc comme ça, vous votez entre vous, ce qui a pu faire une sorte de bulle, on pourrait dire, d'augmentation. Notre bulle, elle est quand même moins élevée qu'ailleurs, parce que les différences et les rémunérations du CAC 40 sont bien moins élevées qu'aux États-Unis. Olivier Babot, si vous prenez un footballeur comme Lionel Messi, c'est 600 fois plus que n'importe quel... sauf juste les PDG du CAC 40, c'est en moyenne 257 fois le SMIC par an, en moyenne. Donc c'est quand même... Je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier ce genre de rémunération. Au nom de quoi? Olivier Babot, le FMI s'inquiète pour la France de l'impact négatif des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que, justement, les pratiques d'optimisation fiscale ou voire d'évasion, et également ces questions des gros salaires portés à la connaissance du public ne sont pas contre-productives parce qu'elles produisent aujourd'hui des mouvements au sein de la société qui perturbent la bonne marche de l'économie, comme le dit le FMI? Alors, si le FMI s'inquiète, c'est parce que, justement, ils ont empêché les gens de travailler, le commerce de fonctionner. Donc, effectivement, ce n'est pas lié à la spéculation, attention. Oui, mais alors, qui est à l'origine de cette colère? Qui est à l'origine de cette colère des Gilets jaunes? Pour moi, les Gilets jaunes, on a écrit énormément de choses évidemment dessus depuis quasiment 3 mois maintenant. Pour moi, c'est l'angoisse de la classe moyenne qui voit le déclassement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, avec Internet de plus en plus, dans une société qui se polarise idéologiquement, politiquement, économiquement aussi. Et c'est une classe moyenne qui est en train de disparaître et qui voit de plus en plus que jusque-là, elle avait la perspective. On peut dire dans les années 50, on avait la perspective que ses enfants vivraient mieux que nous, on allait pouvoir avoir un meilleur avenir. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, parce que ces classes moyennes voient objectivement que devant le développement d'autres que de la plaque Asie-Pacifique, ce sont elles aujourd'hui qui ont le plus de mal et le moins de perspectives autrefois. Donc c'est pour dire l'espèce de réaction normale. C'est pas l'incivisme des entrepreneurs et des investisseurs. Non, je pense que ça n'a absolument aucun rapport. Je suis d'accord avec votre constat de base. Après, le fait que les grandes entreprises utilisent massivement toutes les armes fiscales légales à leur disposition pour ne pas payer des impôts contribue évidemment à cette colère, qui est une colère légitime, qui part certes du constat et de la peur du déclassement, et qui est légitime, et qui part aussi du constat, par exemple, prenez une PME, elle paye un IS qui est autour de 30%. Impôt sur les sociétés. Un impôt sur les sociétés autour de 30%. Les grands groupes payent 9%. Vous avez une évasion fiscale majeure. Vous avez des groupes du CAC 40 qui utilisent plus de la moitié
de leurs bénéfices pour rémunérer les actionnaires ou pour acheter des actions. Donc cette colère est non seulement justifiée, mais légitime. Qui plus est, attaque, alors là vous êtes sans doute au courant, puisque c'était ce week-end, là aussi juste avant Davos, et ce sommet Choose France organisé à Versailles, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, qui dénonce une baisse des effectifs des entreprises du CAC 40, les plus grosses entreprises françaises par la capitalisation, baisse des effectifs de 20% entre 2010 et 2017, alors que leurs bénéfices cumulés sur la même période ont augmenté de près de 10%, et les dividendes versés aux actionnaires de près de la moitié, près de 50%. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? Alors, je crois qu'il parle des entreprises, des effectifs en France, non ? Oui. Du CAC Tout à 40. fait. Alors, il faut bien comprendre que pour les entreprises du CAC 40, et tant mieux parce qu'elles sont très très grandes et très internationales, la France est en fait un tout petit marché la plupart du temps. Ça devient de plus en plus minime dans leur activité. La plupart du temps, ils sont massivement en Asie. C'est là qu'ils font leur développement, c'est là qu'ils font leur croissance. Donc évidemment, il ne faut pas comparer les impôts qu'ils payent en France et, par exemple, leurs bénéfices mondiaux. Ça n'a pas tellement de sens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est le cas, par exemple, les GAFA. Et en ce moment, on parle de la taxe GAFA, mais les GAFA, ils payent 25% d'impôts sur le bénéfice. C'est plus que... le bénéfice déclaré en France, c'est pas forcément celui réalisé. Sauf qu'ils sont... Non, mais sauf qu'en fait, c'est payé aux États-Unis parce que c'est une loi de Trump de 2017. Donc, il ne faut pas penser qu'ils ne payent pas d'impôts. Il faut comprendre qu'ils sont complètement internationaux aujourd'hui et que leurs problématiques, ce sont celles-là et que cette histoire de dividendes, c'est un intox, une infox d'Oxfam qui a été déminé 1000 fois. Quelle part de leur valeur bénéfice ajoutée, en réalité, ça va 2 tiers, aux salariés. Et effectivement, dans les bénéfices, les bénéfices, ils sont faits pour être investis, mis en dividendes. Les mêmes Pardonnez-moi, chiffres de ce point de vue-là. Quelle part de leurs bénéfices ces entreprises paient-elles en impôts en France ? En impôts, ça dépend si on parle de toutes les entreprises. Est-ce qu'on est à 27% si on passe des Non, on n'est pas à 40, très peu. On n'est pas à 27%. Mais c'est naturel puisqu'elles font du bénéfice partout ailleurs dans le monde et elles sont payées ailleurs. On a des plupart du grandes temps, vous devez les entreprises payer qui ont ailleurs. fait du CAC 40 qui ont fait 90 milliards de bénéfices. Ils ont reversé 47,9 milliards en dividendes à leurs actionnaires, 8,26 milliards en rachat d'actions pour faire grimper leur cours en bourse, et le reste, c'est les salaires, c'est les impôts, c'est l'investissement qui devrait être un poste beaucoup plus important. Le reste, c'est un gros reste, c'est peut-être un gros reste, mais plus de la moitié en dividendes. Qu'est-ce qui justifie ça ? Tout simplement parce qu'il faut Pourquoi arriver à se financer. Telle priorité Ces aux entreprises actionnaires sont sur un marché mondial. Elles ont besoin de capital. Pour avoir du capital, soit vous vous endettez, soit vous l'avez via des actions ou des Non, mais le rachat d'actions, par exemple. Le rachat d'actions, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant aux États-Unis. On le fait beaucoup moins qu'aux États-Unis. On le fait peut-être moins qu'aux États-Unis, mais et en France, en fait, assez peu. D'ailleurs, la rentabilité du capital en France, ce qui permet d'accroître la richesse des actionnaires, puisque le rachat d'actions fait qu'ils sont moins nombreux à détenir des actions qui valent plus. Je rappelle que n'importe qui peut être actionnaire. C'est une pratique. C'est un problème qu'on aurait pu développer si on avait eu des retraites par capitalisation, ce qu'on n'a jamais voulu faire. Du coup, nos dividendes, et c'est bien dommage, vont financer la retraite des fonds de pension américains. Mais pour qu'on comprenne bien, le rachat d'actions réduit le nombre d'actions et donc chaque action vaut davantage. Donc des gens travaillent à créer de la richesse qui part en fumée pour faire plaisir aux actionnaires. Ça, c'est une pratique qui me paraît extrêmement Elle part en rémunération de risque de gens qui ont placé de l'argent quand on épargne. C'est pas toujours la spéculation. Qui demandent des taux de rentabilité à des entreprises exorbitants. Les moyens de se développer. Ces pratiques, Olivier Babot, de création d'emplois et de paiement de l'impôt, elles provoquent en France un certain nombre de mouvements. On l'a vu notamment avec les Gilets jaunes. Elles provoquent ailleurs dans le monde, c'est le cas par exemple aux États-Unis, un repli protectionniste chez une partie de la classe politique, avec évidemment au premier chef Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que là, le capitalisme n'est pas en train de créer ses propres entraves d'une certaine manière? Oui, c'est très préoccupant parce que on sait que les économies en fait sont interdépendantes aujourd'hui et que c'est une illusion de Trump d'imaginer qu'il va pouvoir fermer. De quoi il va se rendre compte? Il va se rendre compte que tout d'un coup le prix des produits qu'il ne pourra plus importer, qu'il devra de temps en temps, soit il les aura plus, ça va être un peu à la cubaine, soit vous les avez plus, soit c'est vide, allez voir à Cuba un peu comment ça fonctionne, soit c'est évidemment extrêmement cher, c'est la pénurie totale, soit aux États-Unis ce serait hyper cher parce que pour l'instant les gens sont très contents d'avoir de temps en temps des produits importés de Chine. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. À quel prix quand vous voyez le déficit commercial américain? Absolument, et d'ailleurs en France aussi, mais les économies sont interdépendantes. Par exemple, on ne peut pas produire des voitures uniquement en France aujourd'hui. Vous êtes obligé, en fait, c'est un assembleur, les automobilistes aujourd'hui, enfin les constructeurs automobiles. Donc c'est une incompréhension fondamentale. On s'est jamais enrichi collectivement en fermant les frontières. Donc je pense que c'est un très très gros risque qu'on est en train de prendre aujourd'hui collectivement, cette fin du multilatéralisme. Le protectionnisme de M. Trump est essentiellement catégoriel. Il porte sur des produits l'acier
qui ne sont pas des priorités de l'industrie américaine, donc c'est un protectionnisme électoral. On pourrait se poser la question différemment de savoir s'il faut mieux protéger nos secteurs exposés, par exemple, à des produits pollués ou On le dit souvent, l'Europe est-elle vraiment ouverte à tous les vents, comme on l'entend parfois de la part des l'Europe protectionnistes, est justement. extrêmement ouverte, et en particulier, elle est très ouverte aux flux de capitaux internationaux, ce qui peut poser des problèmes de stabilité, en particulier en cas de crise. Olivier Babot, est-ce qu'il faut se résoudre, voir des emplois disparaître au nom de, on l'a entendu, l'intelligence artificielle, la numérisation, l'automatisation? Est-ce que c'est inéluctable? Et le nombre de chômeurs ou de personnes qui, dans nos sociétés, en tout cas ici en Europe et plus particulièrement en France, verront leur niveau de vie rendu de plus en plus difficile, est-ce qu'il va s'accroître, ce nombre? Alors, on ne peut pas s'y résoudre, on ne peut pas baisser les bras. Si on est optimiste, on pense qu'il y a un mouvement schumpeterien de destruction créatrice, heureusement. Donc certes, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître, comme il n'y a plus de porteurs d'eau, il n'y a plus tellement de maréchaux ferrants, mais il y a eu des tas d'autres emplois. Les emplois qui recrutent le plus aujourd'hui, c'est ceux qui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est community manager, puis il y a d'autres emplois dont on est en train de parler, gestionnaire de funérailles numériques, personne n'en a entendu parler. Donc le côté positif ou optimiste des choses, ce serait de dire, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des tas d'emplois qui vont se créer. Le problème, c'est qu'évidemment, il va y avoir les compétences. Et nous qui sommes enseignants à l'université tous les deux, on se pose tous les jours ce problème-là en se disant de quoi nos étudiants qui seront encore sur le marché du travail dans 20, dans 30 ans, de quelles compétences elles auront besoin. Donc c'est surtout ça le problème de toutes les économies aujourd'hui, surtout des économies développées, c'est d'arriver massivement, plus que jamais, à développer les compétences, des compétences dont on n'est pas encore complètement sûr. Donc, c'est aux ultra-riches de contribuer, parce que ça demande évidemment de l'argent, des moyens. En France, une grande partie de l'éducation, notamment supérieure, est aujourd'hui gratuite via l'université, mais ça coûte très cher aux contribuables. Est-ce que demain, l'État aura toujours les moyens de le faire? Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut mettre aussi à contribution ceux qui en bénéficient le plus, c'est-à-dire ceux qui constituent des fortunes colossales avec ces mutations de l'économie? Oui, c'est bien le système de l'impôt, normalement. Aujourd'hui, les dépenses d'éducation, elles sont relativement élevées en France. Beaucoup échappent à l'impôt par l'optimisation. Oui, mais honnêtement, regardez, la taxe GAFA, on dit on va faire 500 millions. Bon, 500 millions, malheureusement, c'est 100 milliards le déficit de l'État qu'on prévoit cette année. Donc, à un moment donné, c'est absolument hors de proportion. On ne peut pas penser que la fraude fiscale, c'est l'oncle d'Amérique, c'est-à-dire celui qui va nous apporter le magot, qui va nous sauver la vie. Oui, il y a un moment donné où, malheureusement, c'est 80 milliards par an. C'est un élément. On peut lutter contre la fraude, on peut lutter contre tous les types de fraude, ce serait formidable. Mais je ne pense pas que ça résolve le problème. Pas pour l'éducation. L'éducation, il faut surtout qu'elle fasse son mea culpa, peut-être sur l'efficacité. Aujourd'hui, regardez, c'est un chiffre qui est sorti aujourd'hui, 18% de personnes de moins de 34 ans qui sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'avenir en réalité dans l'économie du 21e siècle. Ça, c'est absolument dramatique. Faute de moyens? Et je pense que ce n'est pas une question de moyens. Non, c'est une question d'organisation, d'agilité, probablement d'utilisation de la technologie pour mieux former, éviter d'avoir des illettrés comme... Dany Lang, la formation, justement, pour permettre de réduire ces inégalités et de continuer à créer des emplois. Comment on y arrive? Les économistes sont d'accord sur l'idée qu'il faut de la formation, qu'il faut plus de formation. Ceci étant dit, les effectifs ne cessent d'augmenter dans le supérieur et les moyens ne suivent pas. Donc, où trouver l'argent? Où trouver l'argent? Par exemple, les 80 milliards d'évasion fiscale chaque année, on peut les retrouver. Et puis, on peut faire le choix social aussi de donner une priorité à l'éducation, à la formation. Ça ne suffira pas pour créer les emplois. Évidemment, il faut créer des emplois qui correspondent aux nouvelles compétences qui sont nécessaires dans l'économie privée. Eh bien, pour les autres, pour répondre à des besoins sociaux auxquels le privé ne sait pas répondre, on n'a jamais fait mieux que les emplois de fonctionnaires, que les emplois publics. Est-ce qu'il faut... alors, ça, c'est une idée complémentaire. Qui est contestée par un certain nombre d'économistes. Oui, mais c'est complémentaire. De même que les emplois Je n'aime aidés, pas de même que l'efficacité des emplois aidés qui reste à démontrer. C'est ceux qui opposent le public au privé. Oui. Moi, je trouve que les deux sont complémentaires. Et donc, faut-il limiter les écarts de revenus pour des questions de morale ou d'efficacité? C'est une question qui se pose depuis que la démocratie existe. Les premiers à avoir posé cette question, ce sont les Grecs, dans la démocratie grecque. C'est une question sociale, c'est une question qui doit être tranchée par un débat démocratique. À mon sens, les écarts de revenus posent un problème économique,
Parce que Vous l'avez dit, pour les questions d'épargne, c'est ce que j'ai les dit plus tout riches. à l'heure, les plus aisés utilisent leur argent pour épargnent ou investissent dans des bulles. bulles, enfin alimentent des Oui, bulles, c'est ce que vous avez dit. exactement. C'est votre avis. Est-ce qu'il faut donc, d'après vous, limiter par la loi les écarts de À revenus? mon sens, il faudrait limiter les écarts de revenus. Le bon niveau est celui qui sera trouvé par le débat démocratique. Olivier Babot, vous, on l'imagine, vous y êtes opposé, même au nom de la morale? Non, j'y suis totalement opposé. En revanche, ce qui me révolte, c'est effectivement des revenus non justifiés, des gens qui vont pouvoir toucher beaucoup alors qu'ils auront conduit leur entreprise dans le fossé. Donc la vraie question, c'est le lien entre la création de valeur pour la société. Un Mark Zuckerberg, on peut dire du mal de lui, mais enfin, il a fourni quelque chose que des milliards de gens utilisent. Ou Un chef Jeff d'entreprise Bezos, qui n'est pas propriétaire de son un entreprise chef et qui ne l'a pas d'entreprise. lancé. Carlos Ghosn, par exemple, qui aujourd'hui fait l'objet d'accusations. Eh au ben alors Japon. Carlos Ghosn, il est extrêmement coupable parce que non seulement il est criminellement coupable à travers les détournements qu'on est en train de voir, mais en plus si ces faits sont à avérés, travers, parce qu'il n'a pas été condamné. Hein. que ces actions illégales ont potentiellement sur la valeur de la marque Nissan-Renault, il peut avoir un effet négatif sur tous les gens qui travaillent chez Renault, donc c'est absolument honteux, et ça je suis le premier à le dire, mais si vous avez un chef d'entreprise qui fait grandir par des bonnes décisions son entreprise, en fait il donne du travail à des centaines de milliers de gens, donc je ne trouve pas totalement Est-il absurde qu'il soit nécessaire payé pour cela de gagner 200 ou 300 fois ce que gagnent ses salariés? C'est ça la vraie Il n'est question. pas nécessaire, mais malheureusement, c'est un marché mondial qui, pour beaucoup de raisons, notamment des raisons de communication, arrive à ce genre de prix. Oui. Merci Olivier Babot, merci Dany Merci. Lang. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal sur France 24.